Donc dans la météo, ça peut partir un peu dans tous les sens. Il y a plein de thèmes. Déjà, il parle de pression, de température, d'humidité. C'est peut-être pas mal de faire un petit rappel là-dessus. Après, il y a plein de trucs sur les nuages, comment ils se forment, les classifications de nuages, les altitudes, leurs noms un peu savants et tout. La circulation atmosphérique aussi, on en parle pas mal. Les fronts, les isobars, les cartes de pression, tout ça. Après, ça parle aussi pas mal de thermique, d'où viennent les thermiques, l'instabilité, les brises, les magrammes, etc. Et après, il y a des trucs, il y a le fun, cisaillement, confluence, des petits trucs un peu en extra. Déjà, on va se faire un petit rappel sur l'eau. C'est quoi l'eau? H2O, ouais, nickel. Et là, c'est de l'eau sur forme liquide, solide ou gazeuse là, que j'ai dessiné. Bon, là, on peut pas dire en fait, parce qu'avec une petite molécule H2O, on peut pas dire ce que c'est. En fait, la différence entre tous ces états, c'est la manière dont sont agencées ces petites molécules. Donc, à gauche, c'est quoi? Solide, un glaçon. Au milieu, liquide. Et à droite, en gaz. Donc, comment ça s'appelle l'eau sous forme gazeuse? La vapeur. Et la vapeur, là, on en a dans cette pièce. Il y en a plein. C'est pas la petite fumée blanche au-dessus de ma casserole, c'est pas de la vapeur. C'est ça, c'est des petites gouttelettes sous forme liquide, ce qu'on voit. La vapeur, on la voit jamais, le gaz. Donc voilà, solide, les petites molécules sont bien agencées ensemble. Liquides, elles sont assez proches, mais elles peuvent bouger dans tous les sens. Et la vapeur, elles sont beaucoup plus espacées, elles bougent super vite. Donc la vapeur, j'ai bien mis un truc invisible, ça se voit pas. Et le nuage, c'est de l'eau sous forme liquide. Ça, vous l'avez, ça c'est important. Donc là, une petite vidéo de eau sous forme liquide et solide. Et sous forme gazeuse, ça fait un peu ça. Ça bouge dans tous les sens. Pour passer de liquide à solide, comment je fais? Je refroidis. Ça va, il est pas trop dur mon cours VPC? L'inverse, je réchauffe. C'est de liquide à gazeux. Je réchauffe aussi, ouais. Pour passer de la vapeur à l'eau, je refroidis. Ça paraît logique mis comme ça, mais voilà, il faut bien être conscient que quand on refroidit de la vapeur, on obtient de l'eau. Et ça s'appelle comment? La condensation. Là. Et là? Oui, ouais, le terme plus technique, c'est la vaporisation, mais l'évaporation, ça m'allait bien aussi. Tout le monde a raison, c'est trop bien. Donc la condensation, là par exemple un exemple, de l'air chaud qui sort de mes poumons, qui se refroidit au contact de l'air froid ambiant, et hop, on a condensation en micro-gouttelettes qui sont visibles, la fumée blanche qu'on voit, c'est des micro-gouttelettes d'eau à forme liquide. Condensation. Ça c'est les deux, condensation et évaporation, c'est ce qui nous intéresse le plus là pour nous. Qu'est-ce que je raconte là-dessus? Ouais, l'évaporation, on a dit qu'il fallait chauffer. Donc c'est une opération, un changement d'état qui demande de l'énergie, de la chaleur. C'est le principe de la sueur. J'ai trop chaud, mon corps il se dit trop bien, je vais créer des petites gouttelettes sur mon bras et cette gouttelette quand elle va s'évaporer, ça va me refroidir. Ou quand je sors de la piscine, pareil, je suis tout trempé, j'ai froid et j'ai froid parce que l'eau s'évapore. Donc évaporation, ça crée du froid. Inversement, la condensation, elle crée du chaud. Est-ce que vous voyez pourquoi? C'est un peu moins évident ça. Bon, on passe d'un état où les petites molécules elles ont plein d'énergie à un état où les molécules elles en ont moins, donc il y a de l'énergie en rab. Et qu'est-ce qu'elle fait cette énergie en rab? Elle se casse. Et donc on dit que dans la vapeur il y a de la chaleur latente qui est cachée en réserve et dès qu'il y a condensation, bam, elle se libère. Elle vient réchauffer ce qu'il y a autour d'elle. Donc ça c'est important à retenir. La condensation, ça crée de la chaleur. Donc quand on refroidit de la vapeur, ça condense. Et la condensation libère de la chaleur. Ok, donc ça c'était pour l'eau. Donc maintenant on va voir l'air. Il y a quoi dans l'air? De l'oxygène,
de l'azote, principalement ça. Si je prends une petite partie, une petite bulle d'air au microscope, bah, je vais voir plein de trucs, de l'azote, de l'oxygène, de l'eau, plein de bordel. 78% d'azote, 21% d'oxygène, etc. Mais là, il y a de l'eau là, mais là, il y en a, sur mon petit graphique, il y en a pas. C'est quoi ce délire? Pourquoi à l'école on nous apprend ça, mais on ne dit pas qu'il y a de l'eau dans l'air, alors que tu m'as dit il y a de l'eau et t'as raison. Non, parce qu'en fait, ces proportions-là, elles changent jamais. Entre, par exemple, l'oxygène et l'azote, bah, partout sur Terre, c'est toujours ça. Par contre, la proportion d'eau que je mets dans l'air ambiant, bah, elle varie avec l'humidité. Donc, ça varie entre 0% et 4%. Et donc, si on rajoute l'eau à mon petit graphique, et ben là, ça fout le bordel dans mes proportions. Donc, pour aller arriver à 100%, bah, l'azote 74,9, ça fout la merde. Donc, pour simplifier le truc, on s'est dit, dans l'air, il y a des molécules d'air sec qui ont ces proportions-là, et en plus, il y a de l'eau. On peut visualiser ça. Dans l'air, il y a de l'air sec qui est constitué de plein de trucs, comme on a dit là, et aussi des petites molécules d'H2O qu'on a vu comme tout à l'heure. Pour simplifier, j'ai changé un peu les couleurs là. Voilà. Air sec en orange, eau en bleu. Et la température, on a dit, bah, c'était la vitesse d'agitation de ces petites molécules. Donc là, par exemple, à 20 degrés, elle bouge comme ça. Et si j'augmente la température, 25, hop, ça bouge plus vite. L'humidité, qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, c'est juste le poids de l'eau divisé par le poids de l'air sec. En fait, c'est une manière d'exprimer l'humidité. Bah, c'est le rapport de mélange, on appelle ça. L'eau divisée par l'air sec. Et donc, évidemment, si je rajoute des petites molécules d'eau, et ben, tout à l'heure, j'en avais 2 pour 10, là, j'en ai 4 pour 10. L'humidité a augmenté. Ça, c'est le rapport de mélange. Et si, là, je rajoutais encore 3 petites boules bleues, là, 3 molécules d'eau, et là, on voit que au bout d'un moment, bah, les petites molécules d'eau, elles vont se coller ensemble. Et qu'est-ce qui se passe là? Et ouais, c'est la condensation. Au lieu d'avoir de la vapeur, là maintenant, on a de l'eau liquide. Parce qu'en fait, on a une limite. Le rapport de mélange, il a une limite. On peut pas rajouter des petites boules bleues à l'infini. Et ça, au bout d'un moment, ça condense. Et comment je pourrais faire pour avoir mes boules bleues là, pour en avoir 7, mais pas qu'elles condensent? Pour les empêcher de se coller entre elles. Si j'augmente la température, j'augmente la vitesse de mes petites particules, et donc elles vont avoir plus de mal à s'agglutiner entre elles, former une petite gouttelette. Et donc, pour ça que dans l'air chaud, on peut mettre plus de vapeur que dans l'air froid. Énorme! Donc ça, très important, l'air chaud peut contenir plus de vapeur que l'air froid. Là, je vous ai mis un petit graphique, bah, par exemple, à 30 degrés, bah, on peut mettre ça de petites boules bleues, pour ça d'air sec. Alors que si on descend dans la température, à 0, bah, on peut en mettre que ça, avant que ça condense. Ça, c'est le moment où paf, ça condense. Je vous ai remis le même graphique, mais sous forme de courbe, hein, toujours pareil. On voit qu'à 30 degrés, on peut mettre plein d'eau avant que ça condense, alors qu'ici, on peut en mettre un tout petit peu avant que ça condense. Donc, en bas de ma courbe, là, dans la zone verte, bah, là, je suis en vapeur, et dès que je passe, paf, de l'autre côté, ça condense, et il y a des petites gouttelettes d'eau qui se forment. Là, gaz, là, liquide. Donc, si je prends un volume d'air comme ça, par exemple, qui a une certaine humidité, on va dire qu'il y a 10 grammes d'eau, hein, pour l'exemple. Donc, on est là-dessus. Et imaginons qu'on est dans une pièce à 25 degrés, bah, je suis là sur mon graphique, donc je suis en forme gazeuse, c'est de la vapeur, c'est invisible. Si je refroidis cette petite boîte, et bah, qu'est-ce qui va se passer? Je vais à un moment atteindre le moment où ça va saturer. Donc, condensation. Et donc, ma petite boîte, on peut dire qu'elle a une température de 25 degrés et un point de rosée à 15. Okay, la point de rosée, c'est une autre manière d'exprimer l'humidité. Tout à l'heure, on a vu le rapport de mélange. Le rapport de mélange, c'est 10, là. 10 grammes de bleu pour 1 kilo d'orange. Et ben, le point de rosée, c'est une autre manière de l'exprimer. Donc, le point de rosée, la température à laquelle il faudrait amener mon volume d'air pour que ça condense. Qui, lui, ne varie pas en fonction de la température. Hein. Je peux augmenter ou baisser la température de ma boîte, là. Bah, le point de rosée, ce sera toujours 15. Si là, j'enlève 2 petites boules bleues, donc j'ai divisé par 2 mon rapport de mélange, j'ai plus que 5 grammes.
Et ben mon point de rosée, bah, il a baissé, et là il est à, je sais pas, 5. Quand on a un gros écart entre le point de rosée et la température, ça veut dire que c'est sec. Si les deux valeurs sont très proches, ça veut dire que c'est très humide. Ah, le pourcentage d'humidité, du coup, comment tu l'exprimes sur ce graphique? Et ben en fait, tu dis 5, donc le rapport de mélange, divisé par 20. Et pourquoi 20? Parce que c'est le moment où ça condenserait si j'augmenterais mon rapport de mélange. Donc là, on a une humidité de 25%. En fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est à quel point ma petite boule rouge, elle est loin de la courbe, parce que c'est ça qui fait que de l'autre côté, je condense. Et donc, je peux utiliser l'axe comme ça ou l'axe comme ça. Les deux marchent. Donc là, on a l'humidité relative. Là, on a le point de rosée. Et on a aussi juste le rapport de mélange, la valeur brute. Donc là, on a les trois manières d'exprimer de l'humidité sur un même graphique. Alors, le petit truc chiant avec le pourcentage d'humidité, qui est très utilisé, c'est que les cycles jour-nuit, bah, on a la température la nuit qui baisse et le jour qui augmente. Et donc, mon pourcentage d'humidité, là, il varie beaucoup, alors qu'en fait, j'ai toujours 5 de rapport de mélange. Le nombre de molécules d'eau, elle a pas changé dans mon volume, mais je vais avoir des courbes comme ça d'humidité, alors qu'en fait, c'est pas plus humide. Voilà, par exemple, on a la courbe de température en rouge, l'humidité relative en bleu. En fait, ma courbe bleue, elle est daubée, c'est juste la courbe rouge inversée. Alors que le point de rosée, là en bas, on voit qu'il subit moins les fluctuations de la température, et c'est un peu plus fin comme valeur de l'humidité. Ouais, donc la pression, c'est le poids de la colonne d'air au-dessus de ma tête. Donc là, si je prends toutes les molécules d'air, je les empile, je mets une petite balance et je mesure le poids, bah, ça va me donner la pression. Donc évidemment, le poids, il est énorme, hein. Combien de poids j'ai à votre avis là? Si je mets de là, je prends une balance là qui fait 1 mètre carré, je la mets dehors là, et je mesure. Alors vous allez me dire, ça va me donner 0. Oui, certes, parce que j'ai fait la tare là. Mais si je fais je vais dans l'espace, je la mets à 0 et je la ramène ici, combien je vais lire? 10 tonnes. 1013 hectopascales. Les hectopascales, c'est juste les newtons par mètre carré. Donc ma grosse balance, elle lirait 10 tonnes. Mais évidemment, si je monte ma balance plus haut en altitude, il y a moins de particules et du coup, la pression baisse. Ça va, la pression baisse avec l'altitude. Ok, donc ce qu'il faut retenir de ça, la température, c'est quoi? C'est la vitesse à laquelle une petite particule, elle bouge. L'humidité, bah, c'est l'eau divisée par l'air sec, les boules bleues divisées par les boules oranges. Ça, c'est le rapport de mélange. On a vu qu'il y a différentes manières de l'exprimer, mais ça, c'en est une. La pression, c'est le poids de la colonne d'air au-dessus de ma tête. On a vu que l'air chaud peut contenir plus de vapeur que l'air froid. Et donc, si je refroidis une masse d'air, bah, ça condense. Et le fait de condenser, bah, ça va libérer de la chaleur. La Terre. La Terre, elle est très loin du Soleil. Et du coup, bah, les petits rayons du Soleil qui arrivent à la Terre, on peut considérer qu'ils sont parallèles. Si je rezoome sur ma Terre, bah, tous mes rayons du Soleil, comme le Soleil est tellement loin qu'on peut considérer qu'ils sont parallèles. Donc un rayon de Soleil qui arrive sur la Terre. Bah, quand il arrive bien au milieu, à peu près vers l'équateur, il va réchauffer une petite zone et il va traverser une petite zone d'atmosphère, et donc ça chauffe fort. Le même rayon, s'il tape plus vers les pôles, et ben là, il va réchauffer une plus grande zone, la même énergie est plus disséminée, et en plus, il va traverser une grande couche d'atmosphère, et donc, ça chauffe moins. Bon, je pense que je surprends personne en disant qu'il fait froid au pôle Nord et chaud en équateur. Mais c'est pour ça. Et donc, on a une zone au niveau du centre de la Terre qui est chaude, la génie en rouge, et sur les pôles, bah, il fait froid. Mais après, la zone rouge, c'est pas forcément pile à l'équateur. À l'équinoxe en mars, bah, c'est le cas, mais en été, qu'est-ce qui se passe? Bah, la Terre, elle tourne un petit peu, et l'endroit qui chauffe le plus, parce que vous avez vu, ça a tourné là, c'est l'hémisphère sud. On est en janvier. Au contraire, en été, hop, bah, ça tourne dans l'autre sens, et on a l'hémisphère nord qui prend plus de chaleur.
C'est pour ça que en été, il fait plus chaud qu'en hiver. C'est une carte des températures. On voit qu'il y a des grosses différences entre le centre, hein, qui est bien chaud, et les pôles qui sont bien froids. Mais vous voyez que ça fait pas un beau dégradé comme j'ai fait sur mon slide d'avant là. Ça fait un truc un peu on-off, quoi. Alors là, entre le bleu et le vert, il y a vraiment une cassure bien délimitée. C'est ce qu'on appelle le front polaire. Il me semble des questions des PVPC. Qu'est-ce que le front polaire? Le front polaire, c'est cette limite là, entre l'air polaire et l'air tropical. Et comme au niveau des pôles, il fait chaud, l'air chaud, il monte. Donc on a ici au niveau des pôles, la flèche est un peu dégueu là, comme un petit thermique, hein, ça monte. Et non, au niveau de l'équateur, je me suis gouré là, non? Ouais, les pôles, il fait froid, donc ça descend. Et à l'équateur, il fait chaud, donc ça monte. Donc là, on va voir comment ça se passe. Je crois que je vais zoomer sur le quart de la Terre, parce qu'après, c'est tout l'hémisphère sud, gauche-droite, hein, c'est tout pareil. Donc qu'est-ce qui se passe quand l'air chaud, il monte? En altitude, il refroidit, il remonte, il redescend, et ça fait une petite boucle comme ça, qui tourne dans ce sens-là. Il y a de la circulation d'air. Au niveau des pôles, l'air froid qui descend, il glisse vers le bas, il se réchauffe, il remonte, et il retrouve son petit copain, ça fait une autre cellule là. Et entre les deux, il y a une autre cellule qui ferme le tout, qui tourne cette fois dans l'autre sens. Et donc sur Terre, on a des endroits au niveau de l'équateur, il y a de l'air chaud qui monte. Qu'est-ce que ça fait, l'air chaud qui monte? Les orages, ouais, des nuages. Et là, qu'est-ce que ça fait de l'air froid qui descend? L'air sec, ouais, plutôt du beau temps. Donc là, nuage, beau temps, nuage. En gros, pour simplifier le bordel. Donc l'équateur, l'anticyclone à peu près au 30e parallèle nord, et la dépression en haut, 60e parallèle nord. Donc là, nuage, là, beau temps. Facile la météo. Et on peut voir hein, sur des photos satellites, là, pile au niveau de l'équateur, on voit une bande de nuages hein, qui se dessine. Donc au niveau de l'équateur, on a des basses pressions. Est-ce que vous voyez pourquoi la pression est basse quand l'air chaud monte? En fait, ce qui fait la pression atmosphérique, c'est la gravité. Et la gravité, elle attire les petites particules vers le bas. Et ça, ce mouvement va à l'inverse. Donc il y a moins de pression. Donc là où l'air chaud monte, il y a moins de pression. Les petites particules, elles s'en vont en fait. Donc il y en a moins. Donc moins de particules, moins de pression. 30e parallèle nord, on a des hautes pressions. 60e parallèle nord, basse pression. Donc nous, si on zoome un peu sur notre situation à nous, donc ouais, on est entre ces deux trucs en fait, entre 30 et 60. Et en fonction de été-hiver, on va se retrouver plutôt là en hiver, donc avec plutôt du mauvais temps, et plutôt ici en été avec plutôt du beau temps. L'anticyclone des Açores, ça vous parle? Les Açores, c'est là. Hein. Donc voilà, nous on fluctue un peu entre ces deux trucs-là. C'est pour ça qu'on a un climat tempéré qui varie pas mal avec les saisons. Donc on a un truc qui ressemble à peu près à ça. Bon, vous voyez l'image derrière, hein, les déserts, c'est pas pour rien qu'ils sont là, et là c'est la forêt amazonienne. Hein, voilà. Et donc, comme là, au niveau de l'équateur, on a des basses pressions, donc on a moins de particules, et là, on en a plus, et le mouvement naturel de la masse d'air, c'est de faire ça. Les petites particules, elles vont de là où il y en a trop vers là où il n'y en a pas assez, quoi. Elles veulent rétablir l'équilibre. Enfin, c'est le vent. Pareil dans tous les sens. Et nous, donc, j'ai dit qu'on était, voilà, on était ici. Pour ça que, évidemment, c'est bien connu que le vent dominant en France, c'est un vent du sud. Ah, c'est bien, il y en a un qui fronce les sourcils. Pas du tout. C'est quoi les vents dominants en France? Ouest. Ouais, plutôt ouest. Alors pourquoi? La Terre ne tournerait pas, ce sera exactement ça. Mais la Terre tourne et du coup, ça fait quoi? Ouais, la force de Coriolis. La force de Coriolis, petit rappel, si je prends un vinyle, j'ai mis 2 petites gommettes dessus. La petite gommette verte, elle a un tout petit trajet à faire. La violette, elle a un plus grand trajet. Pourtant, elles arrivent toujours à être synchro, à passer dans le petit triangle blanc là, pile au même moment. Bim. Donc forcément, la gommette violette, rose, elle va plus vite. Ça va? Hop, donc là j'ai pris la Terre vue du dessus, le pôle Nord. J'ai remis mes petites gommettes.
Donc l'hygromètre haut, c'est quelqu'un au niveau de l'équateur se déplace plus vite qu'au niveau des pôles. Parce que j'ai un petit bonhomme, voilà. Donc tout ce qui est à l'équateur tourne plus vite qu'au niveau des pôles. Vous voyez le truc? Et donc mes petites flèches là, elles vont être déviées. Et donc là, ça y est, on a trouvé notre vent d'ouest qu'on a en France. Donc en fait, la circulation globale, ça ressemble à ça. On a au niveau de l'équateur plutôt des régimes d'est, et entre 30 et 60, plutôt des régimes d'ouest. Évidemment, après, il y a des phénomènes locaux qui viennent foutre le bordel, mais on voit bien, hein, déjà la bande nuageuse qui se déplace comme ça, et là, les flux d'ouest. Ça, c'est un timelapse d'une année sur la Terre. Donc, toutes les perturbations qui nous arrivent sur la gueule, là, elles viennent de l'Atlantique, elles viennent de l'ouest. Donc, une carte de pression, ça ressemble un peu à ça. Alors là, c'est un peu chiant parce que les couleurs sont inversées. Là, notre anticyclone des Açores, il est ici. Ils l'ont mis en rouge. Et là, au niveau de l'Écosse, la dépression, ils l'ont mis en bleu. Donc là, l'anticyclone des Açores, il y a beaucoup de pression, il y a trop de particules, elles veulent s'échapper. Au contraire, là-haut, il n'y en a pas assez, elle aspire tout. Et donc ces mouvements sont déviés vers la droite. Et donc les dépressions, elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et les anticyclones dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire. Faut le voir comme ça aussi, avec les couleurs que j'aime mieux. Basse pression, ça tourne dans le sens inverse, ça monte, il fait pas beau. Et au contraire, l'anticyclone, bah, c'est de l'air froid qui descend, et quand il tape par terre, bah, il s'étale en tournant dans le sens horaire. Les fronts. Donc là, on va s'intéresser un petit peu à un endroit, là, par ici. Donc là, on a une dépression ici, donc ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, on voit un peu la descente d'air froid polaire ici, là, qui veut s'immiscer dans l'air chaud, là. Et donc, on a un front ici entre les deux masses d'air, on appelle un front froid. Et là, on a l'air chaud qui remonte vers le haut, c'est le front chaud. Là, on va s'intéresser un petit peu à ces deux fronts. Ouais, donc tout ça tourne, mais le front froid, il va plus vite que le front chaud, donc en fait, il va finir par le rattraper. Est-ce que j'ai la petite animation? Ouais, ça fait un truc un peu comme ça. Clac, ça se rattrape. Mais aussi, tout ça se déplace vers la droite. Donc, ça se déplace comme ça. J'ai pas réussi à faire les deux en même temps. Mais il y a plein de mouvements, en fait. Ça tourne sur soi-même, et en plus, ça se déplace vers la droite. Et quand le front froid rattrape le front chaud, on appelle ça comment? Un front occlu qu'on dessine en violet. Donc là, je vous ai pas dit, hein, le front froid, ça se dessine avec des petits triangles, le front chaud avec des petits demi-cercles rouges. Et là, on a les deux, demi-cercles et triangles. Et on dessine ça en violet. Donc là, on va imaginer qu'il y a un observateur ici qui regarde nos deux fronts là. Et donc, ce qu'il voit, vu en coupe, c'est ça. Donc au milieu, la zone d'air chaud qui est ici, et à gauche et à droite, deux zones d'air froid. Ça va? Et vous avez vu qu'ils n'ont pas la même gueule quand même, ces deux fronts. C'est pas pour rien que je les ai dessinés comme ça. Le front chaud beaucoup plus plat, alors que le front froid est beaucoup plus raide. Et tout ça se déplace de la gauche vers la droite. Là, j'ai mis les couleurs, hein, l'air froid de chaque côté, l'air chaud au milieu. Et sur une perturbation, l'air froid qui est devant, on appelle ça la tête de la perturbation. Ça, le corps. Ça, la traîne. Le ciel de traîne, je sais pas si ça vous parle. Ouais, c'est là où il y a la thermique, c'est là qu'il faut aller. Bon, des fois, c'est un peu fort. Mais... Et donc, tout ça se déplace. Et le front froid va finir par, au bout d'un moment, rattraper le front chaud. Parce qu'il se déplace plus vite. Et donc, cet air chaud, là, vous avez vu qu'il est un peu squeezé entre deux airs froids, et il a nulle part où aller que vers le haut.
Et donc il va se glisser doucement sur cette pente là vers le haut sur le front chaud. Mais comme il va tranquille, ça va faire des nuages tranquilles, genre type alto cumulus ou alto stratus. Et de l'autre côté, il va monter beaucoup plus vite vers le haut. Donc là, on a des nuages un peu plus énervés, comme du congestus, cunimbe. Voilà, ton cirrus, il est là. Un peu après, du cirrocumulus, de l'altocumulus, ça peut être de l'altostratus. Et en bas, en général, sur le front, on a un nimbostratus qui décharge de l'eau. Donc là, on a de la pluie fine et qui dure longtemps. C'est pas la méga averse, quoi, ça. Ça, c'est un truc qui dure plusieurs heures, voire même des fois plusieurs jours. Et ce front chaud, il avance tout doucement. Donc, si je suis ici, entre le moment où je vois le cirrus et je me prends la pluie, il se passe plusieurs heures. Ça peut être le lendemain. Et le front chaud, là, on a du vrai nuage énervé. Voilà, on a de la grêle, on a de la foudre. Enfin, on peut avoir, voire des surdéveloppements du cunimbe. Donc voilà, moi je suis là. Au début, je vois des cirrus dans le ciel, et tout ça va glisser vers la droite, et je me prends tout dans l'ordre. Et après, là, je suis dans la traîne, et donc j'ai mes petits cumulus appétissants. Dans une dépression, le vent il suit globalement les isobars. C'est pas les isobars, vous voyez ce que c'est ou pas? C'est quoi? Ouais, oui. Du coup, la pression elle est égale partout sur cette ligne blanche. Donc là, elle est basse, et plus on s'éloigne, plus elle est haute. Et donc le vent suit généralement les isobars. Et donc autour d'une dépression, on a plutôt à l'est là du vent de sud-est, qui après tourne au sud, au sud-ouest, ouest, nord-ouest et nord. Si je suis là, toute la dépression va m'arriver sur la gueule, d'ouest en est, et donc je vais observer ces changements de vent globalement du sud au nord en passant par l'ouest. Donc hop, voilà, on voit que le vent change quand ma dépression est passée. Voilà, ça c'est une carte météo avec les fronts qui sont dessinés. On voit que c'est un peu moins... Ah si, quand même, il y a là et là, où c'est un peu comme dans les bouquins. Mais des fois, on a des trucs un peu bizarres. Genre là, tu vois, on a un front chaud ultra grand. En fait, tu vas te le prendre et après, il y aura rien derrière. Là, c'est l'inverse. Bon, ça, c'est un front qui est peu actif, mais tu te prends juste le front froid et t'as rien vu venir. Voilà. Donc là, on voit un front occlus, et quand il y a les signes de chaque côté, ça veut dire qu'il bouge pas beaucoup, il est stationnaire. C'est quoi la question du QCM là quand je regarde Je sais pas, quand je vois parce que un coup c'était vent de face, un coup c'était vent de Si je suis vent de face, j'ai les hautes pressions à droite ou à gauche. Voilà, c'est ça. Ça, je crois. Ouais. J'ai pas de petit bonhomme là. Là, il n'y a pas de sens, mais bon. Je suis face au vent. Là, j'avance comme ça, face au vent qui est ici. Du coup, j'ai les basses pressions à droite et les hautes pressions à gauche. Ouais. Et ça marche tout le temps en fait. Moi, je continue, je me mets toujours face au vent, donc je suis les isobars. Et en fait, j'ai toujours ma dépression à droite et mon cyclone à gauche. D'où ça vient les nuages? Condensation, la masse d'air qui se refroidit. Et dans quel cas elle se refroidit, la masse d'air? Quand elle monte, donc ça c'est la convection, on appelle ça. Ok. D'autres cas? Alors, enfin non, pardon. Quand elle monte. Si elle monte à cause d'un thermique, c'est de la convection. Si elle monte à cause d'une montagne, ça c'est le nuage orographique. Ok. Un autre cas où elle pourrait se refroidir. Comment on pourrait abaisser la température sans monter? Facile, j'attends la nuit. Oui. La nuit, enfin souvent le matin, automne ou hiver, t'as un espèce de brouillard. Ça c'est parce que juste j'ai baissé la température sans monter. Donc là, mouvement vertical, convection, l'air chaud qui monte, le nuage orographique, il est quand même magnifique celui-là. Un front, c'est ça, c'est pareil, c'est une masse d'air qui a refroidi parce qu'elle a buté contre une autre masse d'air. Paf, elle monte, ça fait un front. Mais aussi un mouvement horizontal, par exemple la masse d'air elle est ici, hop, elle se déplace au-dessus d'un lac, là il fait plus froid, ça condense, ou la nuit, on a des trucs un peu comme ça. Donc on a deux formes de nuages, les nuages cumuliformes, les jolis nuages en forme de mouton, de coton, de chou-fleur, avec des jolis bords bien définis, c'est les nuages cumuliformes.
Et des trucs un peu plus flous là, en forme de strates. On sait pas trop dire quand ça commence, quand ça finit. Ça, les nuages stratiformes. Et après, en fonction des différentes altitudes, donc en bas, il n'y a pas de préfixe, étage moyen, alto, et en haut, cirro, cirrocumulus, altocumulus, tout ça. Ce tableau, c'est bon pour vous? Ouais. Et cela, là, celui qui prend tout cumulonimbus, prend tous les étages en stratus. Nimbostratus. Ça, c'est quoi? Allez, stratus, ok. Ça, stratus, mais plus haut, altostratus. Là, pareil, mais plus haut, cirrostratus. Paf, là, cumulus. Alto, cum, alors là, tu me dirais cirro, je te dirais très bien. Hein. En général, les cirros, ils sont un peu plus petits encore. Ouais, ça ressemble plus à ça. Donc, typiquement, c'est ça, le fameux nuage, enfin, un des nuages annonciateurs du front chaud, c'est tout les cirros, là. Et là, le cumulonimbus. Bah, du coup, on attaque l'hémagramme. On va bien s'amuser. L'hémagramme, c'est rando. Trop facile. Un graphique comme ça, à droite, il fait chaud. À gauche, il fait froid. En haut, on est dans la montagne. En bas, on est au niveau de la mer. Et vous savez comment ça marche comment ils font un hémagramme? Un petit ballon sonde avec un petit thermomètre dedans. Et hop, ils le font décoller, ils prennent des relevés. Paf. Et ils relient tous ces relevés. Et ça nous fait une courbe qui décrit la température à différentes altitudes. Ah voilà, un vrai ballon. Donc ça, c'est la courbe d'état, on appelle ça. Et donc sur un hémagramme, elle est en rouge. La température aux différentes altitudes. Et donc on peut avoir différentes formes de courbes en fonction de l'atmosphère. Mais en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans mon petit ballon là, en fait, il y a 2 thermomètres. Il n'y en a pas qu'un. Il y en a un qui est emballé dans un petit tissu humide. Donc ça prend la température de l'air sec et de l'air humide. Et donc l'humidité, hein, c'est la différence entre ces deux températures. Donc si mon air humide là, il est très froid, pourquoi il est très froid? Parce qu'il y a eu évaporation. Et pourquoi il y a eu évaporation? Parce que l'air est sec. Donc là, c'est très sec. Au contraire, si mes deux températures sont très proches, ça veut dire que le thermomètre rouge là, il est mouillé aussi. Hein. Et pourquoi il est mouillé? C'est parce que on est dans le nuage. Donc on a nos deux courbes. Le point de rosée donc en bleu, la température en rouge, et l'humidité, c'est l'espacement entre ces deux courbes. Là, on voit qu'au sol, c'est ultra sec. Les deux courbes sont très loin, alors que ici, c'est plus humide. Imaginons que ça se touchait ici. À 2000 mètres, tout le ciel, il est voilé. Ok. Voilà. Donc si je fais ça, et là, on a entre 1000 mètres et 2000 mètres un gros, voilà, ça ressemble à des cumuls, un gros voile nuageux. Il n'est pas dû au thermique. Hein. C'est juste l'humidité de la masse d'air qui fait que ça commence. Voilà, un truc comme ça. Donc on a nos deux courbes, point de rosée, courbe d'état. L'instabilité, alors c'est quoi l'instabilité dans cette histoire? Alors l'instabilité, c'est juste la différence de température entre le bas et le haut, pour faire simple. S'il y a de l'air froid qui arrive du nord, imaginons on a du vent du nord, demain, c'est nord-est, c'est taquet. Donc qu'est-ce que ça fait le nord-est? Ça nous ramène de l'air froid du pôle nord, et donc il va faire froid en altitude, donc ça va être instable. Au contraire, dimanche, ça va être sud. Qu'est-ce que ça fait le sud? Ça nous ramène de l'air des tropiques, là, de l'air chaud, et du coup on a un truc stable où il fait chaud en altitude. Là, l'instabilité, la définition, c'est juste le gradient de température. Là, en bas, il fait 20 degrés. En haut, à 1000 mètres, il fait 10. Du coup, j'ai un gradient de température de 1 degré par 100 mètres. Et ça, c'est instable. Au contraire, là, il fait toujours 20 degrés en bas, mais il fait que 18 à 1000 mètres. Donc, on a 0,2 degrés par 100 mètres. Donc, ça, c'est stable. L'instabilité, c'est ce gradient qui est là. Est-ce que là, je suis très stable, hop, je remonte, je suis très instable.
donc sur mon hémagramme, à quoi ça ressemble, l'instabilité? Comment je vois si c'est stable ou instable avec ces courbes-là? En fait, c'est l'angle. Si ça penche fort à gauche, ça veut dire que on descend fort en température. Alors que si imaginons que j'ai un truc comme ça, bah, je reste tout le temps à 20, je suis ultra stable. Donc là, on est instable. Je parle plutôt du bas, là. Hein. Un truc plutôt comme ça, avec un joli ciel comme ça. Là, la première couche, là-bas, on a un truc très très stable. Hein. Vous avez vu, ça change pas de température sur 500 mètres. Là, on a une couche très stable. Donc là, ma courbe, au lieu d'aller vers la gauche, elle va vers la droite. Vous avez déjà entendu parler de ça, une couche d'inversion. Donc là, on a typiquement les nuages qui restent collés en bas, mais ça peut aussi arriver en haut. Voilà, une méga couche d'inversion qui va bloquer tous les thermiques. Donc là, on a 2 couches d'inversion. Et donc, en fait, est-ce que cette journée, elle est stable ou instable? Bah, ça dépend de l'altitude. C'est stable, instable, stable, instable. Donc là, si mon déco, il est à 400 mètres, bon, bah, je suis niqué. Alors que si mon déco, il est à 800, bah, trop bien. Les thermiques, comment je les dessine sur mon petit hémagramme, là, vous savez faire ça ou pas? Donc, ouais, mon thermique, il part, imaginons, à 2 ou à 4 degrés plus chaud. Et après, il va monter. Donc là, j'ai mon petit paysage, mon petit champ qui va chauffer au soleil. Le soleil, il rayonne. Donc là, on est à 20 degrés dans le champ en ce moment. Et plus le soleil il rayonne, bah, plus ça va réchauffer ma masse d'air, elle va monter en température. Donc là, je l'ai fait aller jusqu'à 24. On a chopé 4 degrés de plus. Et à 24, elle a emmagasiné assez de chaleur pour que hop, elle se décolle. Et là, elle va monter. Donc si je la fais monter toute droite comme ça, ma petite bulle, bah ça va pas parce qu'en fait là, elle reste à 24 degrés. Alors qu'on sait que en montant, elle va perdre de la température. Donc il faut la faire s'en aller vers la gauche. Et à combien de degrés elle perd par 100 mètres? 1 degré par 100 mètres. Donc c'est cette courbe que je vous ai dessinée là. Le stable ou instable, c'est la courbe rouge qui décide si c'est stable ou instable. Ma courbe verte, elle est toute droite, c'est pas, enfin c'est une droite, et ça dépend pas de la stabilité. Toujours 1 degré par 100 mètres, sauf quand c'est humide. Donc ouais, mon petit thermique, il suit cette petite pente là. Donc ça, on appelle ça les adiabatiques sèches. Et jusqu'où il monte mon petit thermique? Donc là, il est parti avec, là, je l'ai mis 3 degrés de plus. Et cette différence, elle diminue jusqu'à ce qu'en fait, il n'y ait plus de différence et l'air ambiant et ma bulle thermique, elles sont à la même température. Du coup, elle peut plus monter. Ce qui fait qu'elle monte, c'est justement qu'elle est plus chaude. Voilà, donc là, on a du thermique bleu, on appelle ça, qui a un plafond qui est ici, mais qui condense jamais, donc il n'y a pas de cumulus, il n'y a rien. Et sur un hémagramme, bah, vous avez, pour vous aider, plein de petites lignes là, à 1 degré par 100 mètres, pour vous aider à tracer ce que je viens de tracer. Les nuages, du coup, les nuages, bah, on va s'intéresser encore une fois à la basse couche. Donc mon petit thermique, il a chauffé, ma bulle d'air, elle est à 24 degrés, elle est encore au sol. Là, elle s'apprête à monter avec cette température, 24 degrés, mais avec une quantité d'humidité aussi, avec des petits boules bleues, vous vous souvenez, dans la masse d'air là. Et cette quantité d'humidité, bah, c'est le point de rosée qui me l'indique. Le point de rosée à 10 degrés. Et là, on va introduire une nouvelle courbe, la courbe du rapport de mélange. Parce que l'humidité, bah, elle va évoluer en fonction de l'altitude. On part à 10 et en montant, elle va évoluer en suivant cette petite courbe marron. Et c'est là qu'on a la fameuse condensation. Donc là, l'humidité, c'est la différence entre ces deux points. Et plus mon thermique monte, plus les points se rapprochent. Ça veut dire que plus l'humidité augmente jusqu'à ce que, ici, ça condense. Là, on a la base du nuage. Donc là, il y a la condensation. Mais au tout début, je vous ai dit, qu'est-ce que ça fait la condensation? Ça libère de la chaleur. Quelle influence ça va avoir, ça, sur ma petite bulle d'air? Elle continue à monter. Est-ce qu'elle continue à se refroidir ou elle se réchauffe? Ah bah, les deux, non. Ou elle se refroidit, elle se réchauffe. Donc ma courbe, au lieu d'avoir 1 degré par 100 mètres, là tu me disais tout à l'heure, c'était quoi? Voilà, 0,65 degrés par 100 mètres. Elle va continuer à se refroidir, mais un petit peu moins, parce qu'elle a du petit bonus de chaleur dû à la condensation.
Et donc ma droite là, elle est plus pareille. Elle refroidit un peu moins. Et ça, mon thermique, il adore parce qu'en fait, il garde plus de chaleur et il peut monter plus haut. Là, le fait qu'il est condensé, bah, hop, ça lui donne un plus de verticalité, il peut aller plus haut. Et encore une fois, bah, le sommet du nuage, il va s'arrêter quand on croise la courbe d'état. Donc voilà, adiabatique sèche, 1 degré par 100 mètres. Hop, au point de condensation, adiabatique humide ou saturé, 0,65 par 100 mètres. Et ça, toutes ces courbes-là, les vertes et la marron, bah vous les avez sur l'hémagramme. Il y en a plein en fait. C'est pour ça que c'est un peu le bordel, l'hémagramme, c'est que vous avez ces 3 courbes dans tous les sens. Donc là, on peut dire avec précision, la base du nuage c'est à telle altitude, le sommet du nuage c'est à telle altitude. Donc ça fait un ciel un petit peu comme ça, où on voit bien la base du nuage. Et ça développe, ça développe, ça développe, jusqu'à arriver au sommet. Tous les thermiques ne partent pas à plus 4. Il y en a qui partent à plus 2, d'autres à plus 3. Qu'est-ce qu'il pourrait influencer ça? La qualité du sol, le vent. Un thermique sous le vent, il va être protégé, il va avoir le temps de chauffer, 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 et quand il se décolle, il est ultra chaud. Alors qu'un thermique qui est balayé par le vent va le faire décoller plus bas, enfin plus basse température, et donc il aura un plafond plus bas. C'est pour ça qu'on aime bien se mettre sous le vent, c'est pas pour rien, c'est parce que les plafs sont meilleurs. Donc là, en fait, ce qui arrête mon nuage, c'est cette grosse couche d'inversion. Mais si cette couche d'inversion, elle est pas là, bah en fait, mon nuage, il monte jusqu'où? Oh, stylé. Effectivement, et c'est quoi la tropopause? C'est la fin de la troposphère. Ouais. C'est au-dessus de la troposphère, c'est. Vous l'avez? Ouais. La troposphère, c'est là où on est en ce moment, qui s'arrête à peu près à 10 000 mètres d'altitude. Et après, il y a la stratosphère. Donc ouais, si j'enlève ma couche d'inversion, et ben là, ça fait du cumulonimbus, ça. Un truc énorme qui monte jusqu'à la tropopause. Je vous montre la petite image du cunimbe, je pense que vous connaissez. Là, c'est la stratosphère, là, c'est la troposphère, et la tropopause, c'est la limite qui est ici. Et mon cunimbe, il vient buter sur cette limite, et il vient s'étaler sur les côtés, c'est l'enclume du cumulonimbus. Il peut pas monter plus haut, parce qu'en fait, là, je vous ai mis un hémagramme, mais sur beaucoup plus haut, sur des kilomètres et des kilomètres. La troposphère, c'est ici. Et là, en fait, il y a une méga couche d'inversion dans la stratosphère, qui est tout le temps là, qui empêche tout développement plus haut que ça. Donc là, je vous avais dessiné le truc facile avec les températures là, ça montait bien à la verticale. Mais en fait, il y a une petite subtilité dans les hémagrammes. Les températures, elles sont de biais, 45 degrés à droite. Parce qu'en fait, si tu dessines les températures bien droites comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, bah, tu aurais un hémagramme qui partirait fort vers la gauche et c'est un peu chiant à lire. Alors que si tu mets tout à 45, tu as tout ton hémagramme qui rentre à la verticale et c'est pratique. Ça change pas grand chose dans notre life, mais il faut le savoir, si on te dit à 3000 mètres, il fait quelle température? Bah 3000, là, et ben il faut partir en diagonale jusqu'ici, il fait moins 2, un truc comme ça. On voit l'hémagramme avec des températures verticales, et comme c'est galère, hop, on va incliner ça pour tout retrouver un peu plus compact. Ça, la courbe du point de rosée, ça te montre l'humidité de la masse d'air. La courbe la droite du rapport de mélange, ça te montre l'évolution de l'humidité dans ton thermique. Et donc le thermique, il part avec cette humidité-là. Et donc il faut faire partir ta courbe de là. Comme ça. Tu le ferais partir à quelle température ton thermique, toi? 22, 24. Tu décides, c'est toi qui juge. 24? Ah, il te faut les 1 degré par 100 mètres, donc bim. Là, voilà, je te l'ai affiché. L'autre, là, humide, par du croisement des deux. Ouais. Qui continue à monter à 0,6. Ok, comme ça. Alors, la base du nuage. Ouais, 1000, bien joué. Sommet, il y a... Ouais, 1006. Ok.
Donc là, j'ai mon petit nuage. Donc qui commence comme ça et qui finit comme ça. Donc là, mon thermique, il part avec cette humidité-là, 15 degrés de point de rosée. Si mon point de rosée, je l'amène ici, le thermique, il part plus humide ou plus sec si les deux se rapprochent? Plus humide. Et du coup, il va se passer quoi sur la base de mon nuage? Ouais, pareil logique, hein, c'est plus humide, bah ça condense plus bas. Donc on va essayer de voir si ça marche. Là, je le fais partir plus bas, plus humide. On voit hein, la base du nuage descend. Si au lieu de partir à plus 3 degrés, il part un peu plus chaud, il va se passer quoi? Donc ce point-là, il va être plus à droite. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer sur la base du nuage, par exemple? La base du nuage va être plus haute. On va voir, hop, il part plus chaud. Ouais, effectivement. Alors que s'il part plus froid, moins de place. Donc là, ce qu'il arrête, c'est une méga couche d'inversion ici. Est-ce que je peux l'enlever, cette couche d'inversion? Paf! Bon, il a plus une belle gueule, mon nuage, mais ça fait un peu du congestus, quoi. De 500 mètres à 4000 mètres. Je vous refais un diagramme un peu simplifié. Et là, de ce côté-là, hop, un petit schéma. Donc ça, c'est une grosse montagne. Et on va parler du fun. Et du coup, on a de l'air qui monte comme ça et qui redescend de l'autre côté, pour faire simple. Et le fun, bah, c'est ce qu'on a de l'autre côté, là, ce vent chaud qui descend. Alors, on va voir pourquoi il est chaud. Donc là, le relief fait que il monte. Donc, on va suivre nos adiabatiques sèches, 1 degré par 100 mètres. Au bout d'un moment, bah, il atteint son point de condensation. Donc là, on a un petit nuage qui se forme là, à cette altitude-là. Ça continue à monter, hein. Mais selon les adiabatiques humides. Donc il perd un petit peu moins de température adiabatique humide, continue à monter. Et des fois, il pleut. Là, le nuage, il décharge. Et donc les petites boules bleues dans ma masse d'air, elles se barrent. Et donc en fait, ça a asséché la masse d'air. Et donc quand mon nuage, ma masse d'air, elle arrive là, elle est plus sèche. Et au moment d'attaquer la descente, on va suivre le chemin inverse. Donc là, imaginons le sommet, c'est ici là. Donc là, hop, je repars dans l'autre sens. Je refais mes adiabatiques humides. Sauf que comme le nuage il a moins d'humidité, il va pas retourner jusqu'au même point, il va s'évaporer avant. Et là, il va suivre les adiabatiques sèches. Donc au final, il revient, de l'autre côté là, il est plus chaud que là où il est parti. Donc il a refroidi adiabatique sèche, il a refroidi adiabatique humide, il a plu, et donc du coup, au retour, pareil, il se réchauffe, mais il reprend la courbe des adiabatiques sèches plus tôt, parce qu'il est plus sec. Si je fais la même chose, mais que j'enlève la pluie, en fait, ça va exactement recondenser au même moment, et on va avoir la même température. Ça, je crois que dans le livret du BPC, là, ils appellent ça le petit fun. Tu as le même principe, mais comme il n'y a pas de pluie, l'humidité ne change pas et on fait juste aller-retour et ça change rien. Le phénomène de fun, c'est vraiment quand il pleut et qu'on a de l'air chaud là qui redescend de l'autre côté.